bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux. Tout d'abord, je me présente. Je suis Gaëlle Pérodin, la directrice de cette école. Et nous allons vous proposer une conférence à plusieurs voix. Je suis avec mes collègues, donc Julie Ambal, qui est directrice de la recherche, qui ne va pas participer à la conférence, mais qui pourra répondre à vos questions dans les salles et en particulier sur le plateau recherche. Lara Kalsen, qui est responsable de la scolarité et qui sait tout sur tout sur les admissions Parcoursup. Donc elle vous fera un point spécifique sur ce sujet-là et elle pourra répondre à vos questions. Et Franck Besançon, directeur des études, qui vous en dira plus sur le contenu des études. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation assez générale de notre école, mais notre école aussi dans son réseau. Si vous vous êtes déjà un peu renseigné, vous savez qu'il y a maintenant 21 écoles nationales supérieures d'architecture en France, dont une qui vient d'ouvrir à La Réunion. Donc ce réseau-là, c'est un réseau qui fonctionne en très bonne cohérence. En fait, il faut savoir qu'on se réunit très régulièrement entre directeurs et directrices de ces écoles et donc on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment l'évolution des formations pour répondre au mieux aux enjeux sociétaux, aux enjeux environnementaux, voilà, des sujets comme ça qui sont travaillés au niveau national. Et ensuite, chaque école va avoir ses particularités et je vais vous décliner plus précisément, bien sûr, le projet d'école particulier à Nancy. Peut-être aussi vous préciser qu'une des particularités, c'est que nos écoles sont sous double tutelle, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la culture, qui est notre ministère qui finance principalement notre fonctionnement. Par ailleurs, à Nancy, on fait partie de la conférence des grandes écoles. C'est aussi un réseau important pour nous ouvrir à la pluridisciplinarité, pour qu'on puisse échanger sur des sujets transversaux comme la vie étudiante, comme les sujets, on va dire, très généraux qui concernent toutes les grandes écoles de France. Alors, l'ENSA de Nancy en particulier. Nous accueillons 650 étudiants, c'est à peu près une moyenne pour les écoles qui sont en région. On a des écoles parisiennes qui accueillent jusqu'à 2000 étudiants. Cette jauge nous permet d'avoir, on va dire, un suivi assez étroit avec nos étudiants. Je pense que c'est une richesse et Lara pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure. Voilà, on a un certain nombre de moyens, 6000 m² de locaux, un corps enseignant assez conséquent également, sachant que dans les études d'architecture, la particularité du corps enseignant, c'est qu'on va avoir des enseignants-chercheurs titulaires et puis on va aussi beaucoup travailler avec des associés et des intervenants extérieurs qui sont pour certains d'entre eux praticiens et qui vont amener aussi un retour direct, on va dire, des besoins de la profession. Et puis je dirai un mot aussi sur la recherche tout à l'heure. Alors ici à Nancy, nous sommes situés déjà à un des gros atouts de notre école, je pense, c'est que nous sommes situés dans le centre, enfin très proche du cœur de ville, voilà, à 5-10 minutes à pied de la place Stanislas, sur un petit campus que nous partageons avec deux écoles d'ingénieurs, l'école d'ingénierie des matériaux, l'école européenne, et le NSGSI, l'école d'innovation et de génie des systèmes. Donc je vais être assez honnête avec vous, on pourrait avoir plus de partenariats avec eux. On en a, notamment un atelier commun qu'on appelle Atelier Gallia avec les écoles d'ingénieurs, mais c'est pas non plus. Il y a une vie étudiante qui se passe aussi quand même entre les trois écoles, mais on n'a pas de double cursus par exemple avec eux. Je vais parler d'une autre école par contre avec qui on a un partenariat un peu plus étroit, mais ça permet quand même notamment par exemple de mutualiser un restaurant universitaire qui est tout proche du campus. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut, voilà, dans un rayon à proximité, ce qui est aussi un atout pour que nos étudiants et étudiantes travaillent et vivent dans de bonnes conditions.
Alors, notre école, voilà, je tiens à dire un mot sur le fait qu'on tient à être inclusif pour toutes et tous. Donc on met en place, c'est ce que je vous disais, l'échelle de notre école nous permet, au regard de notre équipe administrative, de pouvoir adapter les cursus des étudiants en fonction de leurs particularités. J'en ai fait une liste qui est peut-être pas exhaustive parce qu'on a chaque année des étudiants qui ont des projets parfois voilà, qu'on n'a pas anticipés. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aménagement, c'est possible. Si vous avez besoin d'aménagement à la fois pour des raisons médicales, à la fois pour d'autres raisons, ou parce que vous avez un projet, vous êtes musicien, vous êtes sportif, on fait en sorte d'adapter le cursus pour que ça se passe le mieux possible. C'est vrai qu'il faut savoir que les études, on va vous en dire plus tout à l'heure, sont très denses. Hein, voilà, en termes de face-à-face enseignants-étudiants, on a un emploi du temps très chargé. Donc, il vaut mieux anticiper les aménagements et pas penser qu'on peut tout mener de front, et on y est attentif. Alors, parmi les partenariats, on a un certain nombre de partenariats internationaux. Et le fait que de toute façon on soit au cœur de la région Grand Est, on va avoir des partenariats transfrontaliers assez naturels, en particulier avec la Belgique, notamment l'Université de Mons, le Luxembourg qui ne bénéficie pas d'école d'architecture mais simplement d'un niveau master en architecture. Donc de fait on a un lien particulier avec le Luxembourg et bien sûr l'Allemagne. Voilà, on est peut-être même en cours de réflexion d'un double cursus avec l'école de Sarrebruck. Voilà. La Suisse également. Et puis, on a tous les partenariats, comme toutes les autres écoles d'architecture, Erasmus, pour proposer aux étudiants une année, en général c'est une année complète d'études à l'étranger. Alors Erasmus c'est l'Europe, mais on a aussi quelques partenariats. Là on a des étudiants qui partent en Amérique du Sud. Voilà, c'est aussi une possibilité d'échange. Et on a, en fonction aussi de nos thématiques de recherche, des liens particuliers avec encore d'autres écoles dans le monde. Alors, j'ai parlé des deux écoles voisines d'ingénieurs. Il faut savoir qu'on a vraiment un lien étroit, en particulier avec l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et de l'ingénierie du bois, des industries du bois, pardon. Voilà, depuis, je crois, au moins 20 ans. Donc on partage un master spécialisé. Alors on va vous l'expliquer, c'est un master qui est post-diplôme avec l'école d'ingénierie du bois, mais on propose aussi un double cursus architecte-ingénieur, ingénieur-architecte. Donc là spécifiquement dans la construction bois. Alors quand je parlais des spécificités des écoles, ça en fait partie. En fait, on nous demande dans nos projets d'école d'être ancrés localement, c'est-à-dire qu'on va profiter en fait des filières locales, on va profiter des écoles en présence pour travailler avec elles tout simplement. Et là, on est très proche des Vosges et on va avoir quand même un cursus largement orienté sur la question des matériaux géo- et biosourcés, et en particulier le bois, parce que c'est une ressource importante dans les Vosges, avec en plus quand même des entreprises et des écoles qui sont vraiment dans l'innovation sur ce domaine-là. Donc c'est une des particularités de notre école ici à Nancy. Je vais vous en dire encore plus tout à l'heure. Autre particularité, alors toujours dans les masters spé que vous pourrez découvrir, on partage 2 masters avec l'école des mines, de Nancy, donc c'est aussi un lien qui est intéressant. Et puis, on est une des seules villes ici à Nancy, avec Paris, à accueillir 2 écoles sous tutelle du ministère de la Culture, la nôtre et l'école d'art et de design, ce qui est aussi intéressant en termes de partenariat.
Alors, pour en revenir à notre école, la vie associative, vous pourrez la découvrir avec nos étudiants. N'hésitez pas à leur poser des questions. Mais pour une école comme la nôtre, on a pas mal d'associations qui sont très engagées, qui font vivre l'école. Voilà, c'est donc à la fois, on va dire, une richesse parce qu'on ne fait pas qu'étudier quand même quand on est étudiant, mais on le prend aussi comme un engagement citoyen utile pour, voilà, pour être un futur architecte, pour voilà, comprendre ce qu'est l'engagement collectif, ce qu'est une association, gérer un budget, gérer un projet aussi, et on le fait vraiment en étroite collaboration avec les services administratifs. Donc on est quand même en appui pour voilà, ne pas les laisser non plus découvrir toutes les, voilà, les parties, enfin en tout cas tout ce qu'il faut savoir quand on dirige une association. Quand on est par exemple président d'une association, on le gratifie même de crédit en fait, hein. Donc on le valorise même dans le cursus pour information. Les moyens, vous allez les découvrir. Je vous invite vraiment à profiter de cette journée pour toute l'école vous est ouverte ou quasiment. Donc vous pouvez voir les locaux dont on peut bénéficier. Alors je ne vous cache pas qu'on est un tout petit peu à l'étroit dans certains moments de l'école parce que c'est très foisonnant. Les études d'architecture prennent de la place. On maquette. Il faut voilà, il faut découper, il faut couper. En plus, on travaille le bois, comme je vous l'ai dit dans l'atelier. Donc c'est voilà, le hall parfois est très rempli et très vivant. Et donc on est amené, on voudrait aller plus loin dans l'expérimentation. Non seulement les étudiants maquettent, mais ils vont aussi expérimenter à l'échelle 1 et on n'a pas cette place-là. Le parvis est généreux, mais il n'est pas couvert et de temps en temps, il pleut quand même par chez nous. Donc on est amené à développer d'autres partenariats pour avoir des locaux à disposition, mais pas seulement des locaux, mais aussi enrichir notre formation de partenariats intéressants, comme par exemple la Cité du Fer à Jarville. La Cité du Fer à Jarville, c'est une pépinière d'artisans locaux. Et donc, ils bénéficient d'une grande halle. Et voilà, sur certains projets, c'est à peu près 10-15 minutes à vélo d'ici, en longeant le canal. Et donc, c'est assez pratique. Et non seulement on bénéficie d'une émulation avec l'artisanat local, mais en plus, on a un lieu intéressant pour travailler l'expérimentation. Et puis, on va en parler. On a aussi des ateliers hors les murs. Alors, un petit mot sur la recherche en architecture. Alors, quand on est au lycée, c'est peut-être encore un peu lointain, tout ça, mais j'en dis quand même un mot parce que c'est ce qui va quand même colorer les enseignements. Vous allez rentrer dans l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, l'enseignement supérieur, voilà, il gagne en innovation, il gagne on va dire, en évolution au regard des enjeux qu'on connaît grâce à la recherche. Et en fait, la recherche va largement diffuser dans les enseignements de fait, puisque nos enseignants sont chercheurs. Et donc ici à Nancy, nous bénéficions de deux laboratoires de recherche, un qui concerne le LAC, qui concerne l'histoire et les sciences humaines et sociales, et un autre qui le crée, le Centre de recherche en architecture et ingénierie, qui va être lui plus sur des questions d'ingénierie, de construction et d'innovation numérique. Donc on a vraiment les deux facettes, l'histoire, les sciences humaines et sociales et l'ingénierie, l'innovation numérique d'un côté. Et ils travaillent ensemble. Il ne faut pas croire que c'est très cloisonné. En tout cas, ça fait partie du projet d'école que ces deux laboratoires travaillent ensemble et on y arrive, ce qui fait que voilà, par exemple, les innovations numériques vont être au service du patrimoine. Pour vous donner un exemple, on va travailler la modélisation de l'existant plutôt que du neuf. Voilà, ça va être sur ces questions-là et ça va forcément, même si on a tous un socle commun d'enseignement, surtout en licence,
nos enseignements vont être voilà, teintés de ces thématiques-là. Et en plus, chacun des laboratoires bénéficie d'une chaire partenariale. Donc pour le lac, la chaire Nouvelle Ruralité. Donc vous imaginez qu'on va travailler en particulier sur la problématique liée au milieu rural. Donc ça peut être la revitalisation des bourgs-centres, qui est un enjeu important. Ça peut être former en particulier des professionnels qui ont vocation à aller sur ces territoires-là parce qu'on a un besoin criant, comme pour les médecins, d'expertise en architecture dans les milieux ruraux. Ça peut être sur le zéro artificialisation nette. Et on a une deuxième chaire qui est là, et je reviens sur le bois, qui est plus ancienne et qui travaille la question de l'architecture bois construction. Donc ça vous donne, je pense, une idée des particularités de l'école d'architecture de Nancy. Voilà, je pense que pour une présentation générale, j'en ai terminé. Je vous remercie et je passe la parole à Franck Besançon pour le contenu des études. Bonjour, les études. Donc, notre école n'est pas étrangère aux autres systèmes de l'enseignement supérieur. On a un premier cycle de licence en 3 ans. Ensuite, on va avoir un cycle de master en 2 ans. Et ensuite, sur la poursuite d'études, on va trouver plusieurs choses, dont, si je fais le lien avec ce qui vient d'être dit, le doctorat qui se fera en 3 ans. Je reviens maintenant sur le cycle licence rapidement, donc 3 années d'études. Vous voyez qu'à chaque fois, en haut du graphique, vous avez des possibilités de rentrer dans les études d'architecture de manière différente en fonction aussi d'autres formations que vous pourriez suivre en amont. Vous voyez que c'est ouvert. Et en bas du graphique, vous avez aussi des sorties qui peuvent se faire parce que des fois, il y a des orientations qui sont mal définies. Et puis, on se dit, tout à fait, c'est pas tout à fait la formation que je souhaitais faire. Et on essaye de mettre en place, en fait, des débouchés et des passerelles pour que nos étudiants puissent aussi réintégrer d'autres formations. À la fin de la licence, donc vous avez Bac+3, vous avez le grade de licence et les étudiants donc diplômés d'une licence en études d'architecture de droit pourront intégrer un master en école d'architecture. C'est-à-dire, c'est le master pour aller au diplôme d'état d'architecte. C'est un peu différent là pour le coup des autres formations, puisqu'il y a des formations où à la fin de la licence, dans les études supérieures, vous êtes obligé de faire vos choix de master. Donc vous n'êtes pas garant d'avoir une entrée dans le master que vous souhaitez. En école d'architecture, c'est pas le cas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que y a des transferts qui se font entre écoles, c'est-à-dire que souvent, on a quelques étudiants qui peuvent changer au début de la licence et aller dans d'autres écoles pour des problèmes de santé ou pour des rapprochements familiaux. Quelquefois, ça existe. Et surtout, à la fin de la licence, pour aller en master, là, il y a une offre qui est très différente en fonction des écoles d'architecture. Toutes les écoles vont avoir un programme un peu spécifique. Et là, l'étudiant peut faire son choix pour aller postuler sur un master d'une autre école. Une fois qu'on a le diplôme d'état d'architecte, on n'est pas encore tout à fait architecte pour ceux qui savent qu'un architecte, c'est quelqu'un qui est inscrit au tableau de l'ordre des architectes, puisque c'est une profession réglementée. Donc, il va falloir passer encore un examen, c'est une formation professionnelle qui s'appelle la HMONP, habilitation de maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et ça, c'est après le master, et ça dépend aussi des écoles, il y a des formats différents. Les étudiants auront tout le temps de s'y préparer. Et une fois qu'on a ce diplôme-là, on peut s'inscrire à l'ordre des architectes et enfin, seulement maintenant, à partir de ce moment-là, pouvoir exercer en libéral le métier d'architecte et signer des permis de construire. Pourquoi le choix de l'architecture? C'est-à-dire que si vous êtes ici, voici en fait quelques réponses ou en tout cas quelques questionnements qu'il va falloir vous porter à réflexion et qui peut-être émergeront sûrement dans vos lettres de motivation sur votre dossier Parcoursup. Ça, c'est important. J'insiste là-dessus et je parle aux élèves, aux jeunes étudiants. Ne pensez pas que ça se règle en 5 minutes, une lettre de motivation, même s'il y a des outils maintenant qui nous permettent de faire des choses très rapidement, c'est quand même de votre ressort et c'est votre personnalité, une lettre de motivation. Donc il faut commencer à réfléchir à pourquoi vous voulez faire des études d'architecture et derrière, c'est quoi votre projet professionnel. Et ça, c'est ce qui va intéresser les examinateurs, les enseignants, pour aussi vous retenir par la suite. Donc,
déjà, la première chose, il faut avoir un intérêt pour l'expérimentation. Et je dirais qu'un architecte, déjà, s'il n'est pas un petit peu bricoleur, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme un chirurgien. Imaginez qu'un chirurgien ne s'intéresse pas du tout à bricoler les choses, on ne sait pas comment il va nous réparer sur le billard. Un architecte, c'est quand même un peu similaire. Je fais le pas entre la médecine et l'architecture, hein, ça va vous surprendre, mais c'est un peu la même chose parce que pour pouvoir composer un bâtiment, il faut quand même avoir beaucoup de connaissances et vous voyez qu'il y a beaucoup de matériaux, vous en avez plusieurs déjà dans cette salle, il y a des traitements acoustiques, il y a de la lumière, il y a des fluides, on ventile, il y a de l'électricité et ça, il faut avoir tout ça dans la tête pour pouvoir organiser toutes ces choses-là. Ensuite, il faut avoir un intérêt pour les arts parce que forcément, c'est des métiers où on a une démarche artistique. On dit que l'architecture, c'est la mère des arts parce qu'en fait, elle réunit toutes les disciplines artistiques. Et c'est pas faux. Et même moi, j'avais un enseignant qui nous disait d'entrée de jeu, quand il faisait son cours d'histoire de l'art, d'architecture, pardon, il nous disait vous allez faire le plus beau métier du monde. Et il était enjoué de savoir qu'on avait tant de choses à apprendre qu'il était joyeux de nous transmettre son contenu. Donc voilà, c'est aussi ça, de cette ouverture-là qu'il faut avoir et cette appétence à découvrir un maximum de choses. Alors faire preuve d'engagement personnel, des fois, voilà, vous avez été au collège, au lycée, vous faites peut-être du sport en dehors, vous êtes dans des associations, ça on aime bien, mais l'engagement personnel, c'est aussi la personnalité que vous développez par rapport aussi à un collectif dans lequel vous allez être, et vous l'avez vu, c'est au moins 5 ans, donc ça c'est important aussi de se poser ces questions. Faire preuve d'empathie et de solidarité et d'écoute, oui, dans le collectif, en fait, on n'est pas tout seul, on vit pas tout seul, on vit pour les autres et surtout, c'est que l'architecte, il construit pour les autres. Donc ça, c'est important aussi de avoir cette empathie envers les gens, c'est savoir si on fait des bâtiments qui sont agréables et on a envie que nos architectes fassent des bâtiments qui soient agréables, parce que c'est des bureaux, c'est de l'habitation, c'est des hôpitaux, c'est des cinémas, c'est des musées, des bibliothèques. Donc tout ça, on préfère que quand on rentre dans un bâtiment, ça soit très agréable que désagréable, qu'on pousse la porte facilement, qu'on sait tout de suite où on doit aller, et ainsi de suite. Et se positionner vis-à-vis des transitions écologiques, numériques, sociétales, parce que forcément, voilà, on est des humains et il faut construire pour des humains. La diversité des enseignements, vous avez en fait, on a quasiment toute la panoplie de ce qu'on peut trouver. Donc ça va des sciences humaines, des sciences dures, les mathématiques, un peu de physique que vous allez avoir dans des cours de construction ou de matériaux, parce que forcément il y a besoin d'avoir ces notions-là. Vous avez aussi de l'urbanisme, donc c'est sûrement des nouveaux enseignements que vous allez découvrir, que vous n'avez pas eu auparavant. Du dessin, mais on va voir que le dessin, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner qu'on peut pas faire des études d'architecture. Et puis il y a des stages professionnels, il y a de l'enseignement sur le développement durable, j'en passe. Composition d'un semestre pour que vous puissiez avoir une idée. Donc c'est assez chargé, c'est au moins 400 heures de face à face avec les enseignants. Vous avez des cours magistraux donc, qui se tiendront dans les amphithéâtres, c'est ce qu'on appelle les cours magistraux. Ensuite, vous avez des TD, ça se fait dans des salles par petits groupes ou des fois des groupes un peu plus importants. Et ce qu'on appelle des ateliers, qui peuvent être des ateliers de projet ou des ateliers d'art plastique que l'on a dans l'école. Il y a beaucoup de travail à la maison. La licence, c'est quand même les fondamentaux des études d'architecture. Le master, c'est quand même l'ouverture sur la profession. Donc, il faut avoir un socle de connaissances commun qui vous permettent de justement pouvoir progresser en master et commencer à définir aussi votre parcours professionnel. Donc voilà, on ne sait pas faire autrement pour l'instant que de dire les 3 premières années de licence, il faut travailler. Contrôle continu, on essaye le maximum de trouver des systèmes qui permettent à nos étudiants d'être évalués sur tout le semestre et de pouvoir se positionner et de savoir où ils en sont. Donc là, c'est en grande réflexion depuis un certain nombre d'années dans l'école et avec les réformes de maquettes pédagogiques, on s'y attache et on essaye de faire très attention à ça pour justement calmer le jeu avec les étudiants et qu'il n'y ait pas une pression en fin de semestre où tous les examens tombent en même temps. Donc là, maintenant, on commence à réguler aussi les contrôles sur le semestre pour que ça soit plus léger et qu'on puisse apprendre correctement.
Il y a des stages en licence, il y en a un par année. Alors en fait, ça va. Le premier, on vous emmène, on vous dit d'aller soit sur les chantiers des bâtiments pour que vous puissiez déjà comprendre comment on construit les bâtiments et aussi qui sont les gens qui construisent les bâtiments que les architectes dessinent et quelle vie ils ont aussi sur les chantiers. Et ça, c'est important parce que si on a cette dimension-là en tête, et j'en reviens tout à l'heure à la diapositive de qu'est-ce qu'on doit porter comme architecte, c'est aussi le respect envers ces personnes-là, de savoir qu'on essaye de leur faciliter la vie au travail quand on construit aussi des bâtiments le mieux possible, parce qu'on les conçoit. En deuxième année, on va dans le cœur du sujet et c'est forcément un stage en agence d'architecture de 4 semaines qui vous permet de comprendre en fait le métier d'architecte libéral. Qu'est-ce qui se passe avec ses clients sur le chantier, dans l'agence, comment ils s'organisent, le management et aussi toute la partie administrative qui est liée aussi à ce métier. Et la troisième année, en fait, c'est un stage d'ouverture professionnelle. Et là, l'étudiant, il commence déjà à se projeter c'est ce qu'on lui demande, de commencer à s'orienter un peu et voir s'il a envie de découvrir d'autres choses, d'autres métiers, d'autres facettes du métier, ou s'il en est convaincu, il reste en agence, mais là, il va pouvoir aller éventuellement dans des conseils départementaux, chez les bailleurs sociaux, il peut aller aussi chez des scénographes et ainsi de suite. Donc là, il y a une ouverture, voire même des paysagistes qui leur permettent de voir aussi tout ce qui gravite autour de l'architecture et peut-être qu'à un moment, on se positionnera différemment. Le semestre est composé avec une semaine intensive. En première année, c'est une semaine construction. Donc, vous allez voir dans les expositions, et là, on s'oriente sur la terre crue. C'est quoi ce matériau? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Alors, qui est un matériau ancien et qui revient un peu au goût du jour parce qu'il a des qualités écologiques intéressantes. En deuxième année, on va s'intéresser à la transition écologique. Donc, on va travailler sur les grandes villes et puis voir en fait comment c'est fait, où vont nos déchets, comment on traite l'eau, et ainsi de suite. Et puis peut-être aussi, des fois, il y a des expérimentations qui sont menées d'occuper des bâtiments qui sont pas abandonnés, mais qui sont en attente de transformation. Donc il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité. Et comment on peut vivre là-dedans? Et quel impact ça a aussi sur nos personnes? Comment on vit avec ces problèmes-là? Parce qu'on sait que chauffer, ça produit des gaz à effet de serre qui aujourd'hui nous pose quelques contraintes. Et la troisième année, on va s'intéresser à une dominante ou en tout cas une particularité de notre école qui était l'architecture et le patrimoine. Et là aussi, on va aller sortir de l'école, les étudiants, ils vont aller dans une autre ville et ils vont étudier des bâtiments patrimoniaux pendant une semaine en dehors de l'école. Et on a des conférences, des expositions tout le semestre en raison d'à peu près une conférence minimum par mois. Je reviens vite fait sur l'exercice particulier des études d'architecture qui est l'atelier de projet d'architecture, qui est un exercice un peu que vous allez découvrir, où en fait il faut avoir ce socle de connaissances et petit à petit en fait tout ce que vous allez apprendre dans les différents enseignements que vous avez eus, vous allez commencer à le mettre en application dans vos projets, c'est-à-dire que vous allez commencer à comprendre. Voilà, c'est quoi les proportions d'un espace? Quand est-ce qu'on met 200, est-ce qu'on a une grande salle ou une petite salle? Est-ce que la salle est plus longue, carrée? Quelle proportion? Est-ce que c'est haut sous plafond, bas? Et quelles ambiances ça donne? Donc, vous voyez qu'il y a cette culture-là de mettre les étudiants de leur application théorique et d'être accompagnés par des enseignants qui sont des praticiens, donc qui ont leur agence et qui fabriquent de l'architecture tous les jours. Voilà, et l'atelier, c'est surtout la fin qu'il faut bien retenir, c'est que ça encourage la recherche, mais pas forcément la recherche scientifique qui a été développée tout à l'heure. J'en reviens au côté un peu bricoleur, c'est-à-dire que quand on doit faire quelque chose et qu'on n'a pas, on va aller chercher parmi d'autres choses pour pouvoir en fait finaliser l'objet qu'on souhaite réaliser. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va mettre à notre panoplie pour que ça puisse marcher, de l'expérimentation, parce que des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Et la particularité de l'atelier de projet, c'est qu'on est soumis au jugement et à la critique. Et ça, il va falloir l'accepter et que c'est pas la personne qu'on juge, mais c'est la production. Donc c'est aussi savoir faire un pas de côté par rapport à sa propre personne que d'accepter aussi les remarques qui sont formulées, de les entendre
les comprendre pour pouvoir aussi avancer. Et c'est les aspects techniques, esthétiques, fonctionnels de l'architecture qui sont étudiés. Quel profil faut-il avoir? Bon, c'est un peu redondant. Je pense que celle-là, je vais la supprimer à force. Ouverture d'esprit, simplement, mais voilà, ça montre un peu ces choses-là. Aptitude à la communication orale, parce que c'est très important, et même écrite, c'est-à-dire que quand vous allez expliquer votre projet ou expliquer tous vos travaux, ben, il faut savoir synthétiser, ce qu'on n'est pas en train de faire en ce moment, parce qu'on dépasse le temps largement. Mais c'est pas grave, c'est aussi que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'on va attendre de vous, jeunes futurs étudiants. De la rigueur et de l'engagement, oui, et on ne le cache pas que c'est des études qui sont exigeantes parce que construire des bâtiments, construire pour les autres personnes, eh ben, on ne peut pas faire ça n'importe comment, sans considération, et que ça demande beaucoup de travail pour pouvoir aboutir à quelque chose de fiable et qui ensuite va être construit. Donc il y a de la transmission et de la passation d'informations. Un esprit d'équipe, parce que vous n'allez pas toujours travailler seul et que vous êtes dans une promotion, il va y avoir des groupes, des fois des groupes de 2, des groupes de 5, des fois des groupes beaucoup plus gros. Donc ça aussi, bah, comment on réagit, comment on se positionne en tant qu'étudiant dans ces configuration et de la créativité et curiosité. Les idées reçues, voilà. J'en reviens, j'en parlais tout à l'heure du dessin. En fait, le dessin, vous allez l'apprendre dans les écoles d'architecture. Donc, vous cassez pas la tête à dire je ne sais pas dessiner, ou en tout cas j'ai toujours eu des mauvaises notes en art plastique quand j'étais au collège ou au lycée. C'est pas le problème. Là, vous allez apprendre, il y a des méthodes, et ensuite, ben, ça va rouler tout seul. Et une autre idée reçue, c'est que un architecte diplômé d'État n'est pas un architecte d'intérieur. Il peut faire le métier d'architecte d'intérieur par la suite, mais en fait, cette formation-là n'est pas une formation d'architecte d'intérieur. Et là, il faut faire très attention, c'est carrément deux formations qui sont différentes. Enfin, j'en termine sur les perspectives. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop morose, et puis il ne faut pas le prendre comme ça. Ben, les métiers de l'architecture, c'est quand même lié à la conjoncture du bâtiment. Donc on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. Ben, oui, mais quand ça ne va pas, les architectes aussi, c'est un peu plus difficile. Et là, c'est les périodes électorales, il y a des préparations. Vous savez, et là je parle autant aux parents qu'aux enfants, aux jeunes adultes, pardon, que ben, quand un gouvernement ne vote pas un budget, ben, ça coince dans la chaîne et ben, forcément, ça a des répercussions sur tout. C'est pas sans conséquences. Et ben, les conséquences, on les voit un peu ici, c'est que nos étudiants, ben, pour aller travailler dans les agences, dans le secteur privé, ben, il y a des années où ça marche bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes. Et puis quand ça commence à coincer par rapport à la commande publique, ben, ça descend. Et donc, vous voyez que nos étudiants, ben, en fait, ils mettent en place des stratégies et ils vont essayer d'aller chercher du travail ailleurs. Mais ce qu'on constate ici dans le graphique, c'est qu'en fait, là, on est sur des étudiants qui poursuivent leurs études. Alors, la poursuite d'études, elle n'est pas non plus inintéressante, c'est que ça permet aussi d'ajouter des spécialisations à son métier. Donc, ça permet aussi, sur une embauche, de pouvoir se distinguer vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas le même profil. Donc, ça aussi, maintenant, c'est des stratégies. Poursuite d'études, c'est aussi que le doctorat, maintenant, commence à être un peu plus institutionnalisé dans nos écoles. Donc là aussi, des étudiants, maintenant, accèdent plus facilement au doctorat. Donc, en grande majorité, dans le secteur des agences d'architecture privée pour faire des bâtiments. Ensuite, on a tout ce qui est en lien avec l'architecture. Donc, ce qui est en lien avec l'architecture, ça va être, on a des étudiants qui vont partir dans des entreprises du BTP. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Dites-moi, aidez-moi, parce que les bailleurs sociaux, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Alors après, on a dans le secteur public, donc là, ça va être toutes les collectivités territoriales, la région, les départements. Vous avez aussi les services de l'État qui instruisent les permis de construire, les collectivités, les communautés de communes. Voilà, c'est-à-dire que l'architecte, il peut aussi, une fois qu'on est diplômé, trouver des emplois dans différents secteurs. C'était pas ce qui était majoritaire. Maintenant, ça se développe. On voit bien que là, nos étudiants vont chercher aussi de l'emploi ailleurs, ou aussi les architectes ont besoin d'être là parce que ça permet de traiter le problème de l'aménagement des espaces, de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, les communautés de communes ont ces compétences-là, donc c'est intéressant pour nos étudiants d'aller ici. Alors, on en a quelques-uns qui travaillent dans d'autres domaines. Alors, ça peut être la scénographie. On en a aussi qui vont dans le jeu vidéo.
Parce qu'en fait, sur les aspects numériques, on forme a priori très bien nos étudiants, donc ça leur permet ensuite de pouvoir distraire vos enfants et nos enfants. Voilà, poursuite d'études, je l'ai vu. En recherche d'emploi, on voit qu'en fonction de la conjoncture, vous voyez, hein, les graphiques ne mentent pas. Quand c'est pas bon, il y en a un peu plus qui sont en attente de pouvoir trouver un travail. Et puis on en a une 11-12% qui, une fois qu'ils ont quitté l'école, en fait, ils nous ont perdu de vue, ou on les perd de vue. En tout cas, ça communique plus. Alors, autant tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait communiquer, mais il y en a certains, là, 12%, c'est fini. Voilà, moi, j'en ai terminé pour la partie et je laisse à ma collègue Lara pour vous présenter maintenant les procédures d'admission. Oui, je pense que ça vous intéresse. Je vais surtout m'adresser au terminal. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent encore du collège, première, seconde, qui s'intéressent aux études d'architecture. Je vais vous présenter les procédures de cette année. Donc, quand vous êtes en seconde ou en première, il faudra peut-être vous renseigner à nouveau pour être sûr que les procédures n'ont pas changé, parce qu'elles sont amenées parfois à évoluer. Tout ce que je vais vous dire, vous le retrouvez dans les documents que vous avez reçus avec le fameux question-réponse qui quand même reprend la majorité des questions que vous vous posez sur les procédures d'admission. Donc, je rappelle, alors pour ceux qui viennent, qui sont au collège, qui se posent des questions aussi sur leur orientation, de quelle filière de bac choisir, je rappelle que pour les études d'architecture, pour accéder dans les études d'architecture, il n'y a pas de bac privilégié, de série de bacs privilégiés. Tous les bacs permettent d'accéder dans les études d'architecture. Et a fortiori, pour ceux qui sont en série générale, toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination ou de prérequis de spécialité pour accéder dans les études d'architecture. Alors j'entends beaucoup que vous avez regardé des statistiques sur des sites officiels qui vous disent que, par exemple, 90% des gens ont pris maths physique. C'est vrai, mais c'est parce que statistiquement, 90% de nos candidats ont pris ces spécialités. Mais ce n'est pas parce qu'on les demande, c'est parce que nos candidats, peut-être pour s'offrir d'autres possibilités de vœux sur Parcoursup, ont choisi ces spécialités. Mais ce n'est pas un prérequis des écoles d'architecture. Voilà, je trouve que c'est important, surtout si vous êtes en seconde ou en première, ne vous bloquez pas sur les spécialités que vous allez choisir ou abandonner l'année prochaine. Donc, toutes les filières, toutes les spécialités de bac permettent d'entrer dans les études d'architecture. Pour l'accès en première année, il y a deux modalités. On a un tiers de candidats qui ont déjà obtenu le baccalauréat, qui sont en réorientation ou qui n'ont pas été pris l'année dernière, ça arrive. Et puis 2 tiers de terminale. Pour les terminales, la procédure, elle est assez arbitraire. C'est-à-dire qu'on va faire une présélection sur dossier scolaire d'un certain nombre de candidats qu'on va convoquer à des entretiens de motivation. Les notes de dossier scolaire qu'on va retenir, elles sont les mêmes pour tout le monde, pour toutes les filières. Ça va être les notes du bac français ou de français pour les filières qui n'ont pas de bac français. Donc soit les notes de bac français de première, soit je crois les bacs pro, ils n'ont pas de bac français, donc leurs notes de français. Les notes en ouverture d'histoire-géographie et de LV1 de première et de terminale. Et vous avez vu, donc, comme il y a une diversité d'enseignements, on va chercher un peu une note scientifique en prenant les notes de tronc commun de mathématiques ou d'enseignement scientifique. Et aussi, pour les filières générales, on va prendre les notes de spécialité, mais toutes les spécialités, quelles que soient les spécialités, pas seulement celles de maths. Et ça nous fait une note de dossier scolaire et on convoque, on a 650 places en entretien et on convoque évidemment les gens qui ont les meilleures notes de ces notes qu'on retient. Donc pour ceux qui sont sur Parcoursup, j'y pense, il y a un calculateur qui vous permet de dire si vous avez une chance de rentrer en école d'archi en mettant votre moyenne. Il est faux nous concernant. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Il faut s'appuyer vraiment en essayant de calculer en fonction de ce qu'on vient de vous dire sur les notes qu'on retient. Et pour les bacheliers, ceux qui ont déjà obtenu le baccalauréat, on en a quand même un certain nombre. Donc, quelle que soit la formation qu'ils ont suivie, ils peuvent repostuler autant qu'ils veulent dans les études d'architecture. Et là, on ne va pas faire une note arbitraire sur les notes de dossier scolaire, on va regarder tout le dossier Parcoursup. Donc, on va retenir les notes du baccalauréat, mais on va aussi regarder la lettre de motivation, les centres d'intérêt et mettre une note qualitative sur le dossier. Donc, si vous ne réussissez pas à rentrer dans les études d'architecture quand vous êtes en terminale, il ne faut pas vous dire que vous ne serez jamais pris, en fait.
Ce n'est pas du tout les mêmes critères quand vous avez déjà obtenu le baccalauréat. Alors, concernant le dossier Parcoursup, donc je vous rappelle que les dépôts ont déjà commencé, c'était le 19 janvier, et vous avez jusqu'au 12 mars pour faire vos vœux. Donc nous, on vous conseille de soigner votre dossier Parcoursup. Pour les terminales, même si effectivement on fait d'abord une présélection sur les notes de dossier scolaire, la lettre de motivation, elle va être très importante au moment des entretiens de motivation. Contrairement à la plupart des formations sur Parcoursup, où vous avez des lettres de motivation d'environ 1500 caractères, pour les écoles d'architecture, c'est 10 000 caractères. Ce qui signifie que c'est important pour nous que vous développiez votre motivation à suivre des études d'architecture, votre personnalité. Ça vous aide déjà, en fait, à montrer votre intérêt pour les études d'architecture. Et aussi, tout l'onglet activités, centre d'intérêt, expérience. N'omettez pas de mettre tout ce que vous faites dans vos activités extrascolaires, si vous avez par exemple fait des stages en agence. Donc ce que vous ne pouvez pas dire dans la lettre de motivation, vous pouvez l'écrire dans ces onglets et par exemple développer, si vous avez fait un stage, ce que vous avez fait, ce que vous avez aimé, etc. Appuyez-vous sur cet onglet pour développer d'autres choses. C'est le conseil qu'on vous donne. Il y a aussi une particularité par rapport à certaines autres formations, par exemple les écoles d'ingénieurs ou sur Parcoursup, vous avez un vœu et des sous-vœux. Donc comme vous le savez, vous avez le droit jusqu'à 10 vœux. Alors le problème des écoles d'architecture, c'est que c'est un vœu par école. Alors je sais, c'est un peu problématique parce que vous vous dites que vous allez peut-être postuler dans plusieurs écoles, mais ne postulez pas que dans des écoles d'architecture. On vous l'a sûrement dit au lycée. Il faut toujours prévoir donc des écoles sélectives. On est une école dite sélective et des écoles des vœux moins sélectifs et un vœu non sélectif. Il faut toujours prévoir un vœu non sélectif. Et pour les écoles d'architecture, c'est un vœu par école. Donc là, il va falloir peut-être être stratégique pour vous. Déjà, d'une part, de regarder, parce que les écoles d'architecture font toute une présélection sur dossier scolaire, suivi d'entretien de motivation, mais on ne prend pas toutes les mêmes notes pour faire la note de dossier scolaire. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez une très mauvaise note en philo et qu'une école prend la philo, peut-être il ne faudra pas postuler dans cette école. Donc, essayez de regarder les fiches formation de ces écoles. Regardez aussi leur date d'entretien de motivation, parce qu'il y a des écoles qui vont faire leurs entretiens de motivation les mêmes jours. Donc, ça veut dire que si vous êtes présélectionné, vous n'allez pas pouvoir faire les entretiens de ces deux écoles. Donc, ça ne sert un peu à rien de gâcher un vœu si vous ne pouvez pas vous rendre aux entretiens d'une des écoles. Nous, à l'école d'architecture, nos entretiens seront du 4 au 7 mai et ils sont exclusivement en visioconférence. Que vous soyez sur le bassin de Nancy ou ailleurs. Ce qui veut dire que vis-à-vis des autres vœux d'école, ça vous permet en règle générale de faire notre entretien, plus de vous rendre à une autre école pour faire des entretiens. Alors, quelques chiffres, ils vont peut-être vous faire peur. On a 106 places en première année via le portail Parcoursup. L'année dernière, on avait 1970 vœux confirmés sur Parcoursup. C'est beaucoup. Ça donne un taux d'accès qui est assez faible. On a 650 places en entretien. Et donc, on a 2 tiers de lycéens, 1 tiers de bacheliers. Et donc, l'année dernière, à l'issue des entretiens de motivation, nous avons classé 437 candidats et nous avons donc mis cette liste sur Parcoursup. Il faut savoir que nous, on classe des candidats, mais qu'au moment de la publication des résultats nationaux via Parcoursup, tous les candidats que nous avons classés ne vont pas forcément choisir notre école. Ils vont peut-être aller dans d'autres établissements. Donc l'année dernière, pour avoir notre promotion, on est remonté au 273e candidat. Alors il faut savoir qu'il y a une réflexion qui est en cours pour la mutualisation des procédures d'admission. On n'a pas trop d'échéances, donc c'est pour ça que pour les terminales, c'est la procédure dont je vous ai parlé. Pour ceux qui seraient en première, en seconde ou même au collège, il faudra être très attentif chaque année à vous renseigner sur nos procédures d'admission pour savoir si elles ont éventuellement évolué. Pour vous préparer à faire votre dossier Parcoursup, pour vous préparer aussi à l'entretien, j'ai oublié de vous parler de l'entretien. L'entretien de motivation, pour l'accès aux études d'architecture, c'est pas un interrogatoire sur vos connaissances sur l'histoire de l'architecture. C'est pas le but. C'est vraiment un entretien où vous allez parler de vous. Alors, on a des fois coutume de dire
du coup, un entretien, ça ne se prépare pas parce que vous n'avez pas à bachoter des biographies de grands architectes, mais en revanche, ça se prépare quand même pour que vous appreniez à parler de vous, de votre motivation à faire des études d'architecture, de ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous voulez être architecte, qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le métier d'architecte, quelles sont vos qualités, etc. Ça se prépare en revanche. Il dure environ 20 minutes devant 2 enseignants. Donc ça passe vite quand même, 20 minutes. Et il y a une partie de présentation et ensuite des questions. Ça va être une discussion en fait avec le jury. Et donc je vous invite en fait à aller voir nos réseaux. Parce que déjà, il y a beaucoup de productions, il y a beaucoup de photos d'expos. Il y a aussi la chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos. Et notamment, elle parle de l'enseignement en architecture. Elle parle de certains projets. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous appuyer sur ces vidéos pour mieux exprimer votre motivation pour les études d'architecture. Ça peut vous aider à préparer votre entretien et votre lettre de motivation aussi.